cette soirée très atypique pour l'ACB, pour l'Association de culture Berbère. Mais nous sommes très heureux de recevoir Magda et ses amis, Nesma et Hamid, qui ont fait un travail que personnellement, qui m'intéresse beaucoup parce que je suis un Algérien aussi, mais que je vais découvrir avec vous, que je vais vraiment découvrir. Et ça m'a vraiment ça m'a donné de l'appétit de savoir qu'il y a des jeunes qui travaillent sur l'urbanisation d'Alger, parce que j'ai dû m'intéresser à la question de l'urbanisation d'Alger pendant des années. J'avais un frère qui était là-dedans, au milieu de ça, qui était un urbaniste, qui a beaucoup travaillé sur le plan de l'urbanisation d'Alger ces 30 dernières années. Donc ça m'a d'autant plus intéressé. Et puis, ce qui est fabuleux, si j'ose dire, c'est parce que on a l'impression que l'urbanisme à Alger, c'est vraiment le chaos. Et là, qu'il y ait des gens comme vous, des jeunes, qui arrivent quand même à trouver comment agir, etc. Voilà, c'est très très intéressant pour nous. Voilà, donc je vais pas. On va vous écouter. On est très très heureux de vous recevoir, sachez-le. Et vous revenez quand vous voulez, hein, pour d'autres expériences, quand vous avez envie de venir présenter ce que vous faites, vous êtes les bienvenus. Et maintenant, c'est à vous de nous expliquer votre initiative et surtout les leçons qu'on peut en tirer aujourd'hui. Avec plaisir. Merci pour cette super introduction et merci à tous d'être là. Merci beaucoup à l'Association de culture berbère de Ménilmontant de nous accueillir. On est vraiment heureux d'être ici. C'est un lieu qui signifie beaucoup pour nous depuis qu'on habite à Paris et on est aussi très heureux d'être introduit par l'écrivain Reski Metrel. On aurait aimé entendre un peu plus sur ces projets, mais je pense qu'on pourra en discuter de manière informelle, parce que les projets d'écriture d'Areski sont des projets qui nous ont beaucoup inspirés sur ces dernières années, et puis il est très impliqué avec Racontard, voilà, il y a plein de choses dont on peut discuter plus tard, mais on va commencer par vous faire une petite liste de courses. Alors, soyez patients. Les ateliers de l'été dernier, en fait, c'était exactement 3 quartiers, une 50aine de femmes participantes et médiatrices, une équipe de 3 amis et de nombreux adjuvants supplémentaires, 2 espaces locatifs logés au cœur de la Casbah, plusieurs kilogrammes de rechta, de djoul, de légumes frais de chez nous, de fruits de saison, de pâtisseries traditionnelles, pour nourrir un peu la convivialité de nos rencontres. Quelques centaines de pages de documents qui étaient les supports de nos activités, donc participatives, qui étaient effectuées en groupe pendant plusieurs semaines, beaucoup de crayons de couleur, plusieurs milliers de fans Facebook, et une liste de partenaires et futurs projets qu'on espère encore voir grandir grâce à votre aide, grâce à vos conseils. Voilà, et je laisse donc Anis introduire la suite. Donc, l'association des ateliers d'Alger, elle a été fondée en 2017. Et donc on est parti, la raison pour laquelle on l'a fondée, c'est qu'on est parti du constat que le développement urbain d'Alger, les différents projets urbains qui étaient planifiés, notamment Alger 2030, tous ces projets étaient établis sans consulter la société civile, sans consulter les habitants, et c'était des projets qui tombaient comme ça, de façon un peu aléatoire, soudaine. Et donc nous, on a voulu un peu instaurer la notion de société civile, de consultation de la société civile et des résidents d'Alger dans l'élaboration de leurs projets urbains et dans le développement de leur quartier. Donc on a 3 temps d'action et une finalité. Je vais commencer par présenter la finalité. On aimerait bien organiser des événements qui sont des forums comme des restitutions qui rassemblent en fait des praticiens, des experts et des résidents autour de sujets liés à la ville, au développement urbain et à l'espace public, de sorte à ce qu'il y ait un échange d'expériences et de savoir-faire. Le 3e temps, donc je vais un peu commencer à l'inverse, dans l'autre sens, jusqu'à arriver au temps des ateliers. Le 3e temps, c'est le temps des tables rondes. On aimerait bien réunir des intellectuels et des experts pour discuter, comme là, on est en train de faire, autour de sujets liés à l'espace public et à la ville. Le 2e temps, c'est la plateforme en ligne. Donc c'est une plateforme sur Internet qui, pour l'instant, est une vitrine de nos travaux et de notre méthodologie, mais à terme, on aimerait bien que ce soit un atlas qui vienne recenser les différents travaux d'ordre scientifique, artistique,
sciences humaines, etc., autour de la vie d'Alger. Et surtout, avec la condition que ce soit des travaux contemporains. Donc, et ensuite, le premier temps, qui est le temps un peu central de notre action, ce sont les ateliers de quartier. Donc ces ateliers qui réunissent des résidents de quartiers ciblés autour de sujets liés à leur quartier, leur vie de quartier, l'espace public de leur quartier, et voilà, à l'échelle locale. Et donc, ensuite, Magda va vous présenter un peu la méthode, le processus de nos ateliers. Et du coup, je vais juste vous résumer en gros un peu l'objectif principal, le cadre théorique mais aussi pratique qui oriente ces ateliers, cette méthodologie qu'on est encore en train de définir. Et puis ensuite, Nasma expliquera un petit peu les détails, comment une journée type d'atelier dans un quartier se passe. L'idée, c'était vraiment pour nous en fait, d'aborder 3 thèmes liés à la ville, la question du logement, celle de l'espace public et enfin la vie en communauté. Et la démarche a suivi 3 objectifs. En gros, dans un premier temps, il s'agissait de discuter, de recueillir les points de vue de participants, de discuter de tout ça collectivement, et en fait de conjuguer ça, ces témoignages, à un diagnostic qu'on aurait préalablement fait de manière un peu plus standard, comme on fait en général en urbanisme de façon un peu plus classique, et de montrer qu'il y avait une grande différence entre ce que nous on pouvait récolter par les outils plus de praticiens ou d'experts, et comment on pouvait enrichir ça en fait avec les paroles des habitantes, la vision des habitantes à terme. Le second temps, ou le second angle d'attaque, c'était plutôt faire, on appelait ça faire, c'est l'idée d'élaborer, de mettre en place ensemble des solutions à l'échelle locale, que ce soit par des petits chantiers, des petits changements au niveau de pratiques ou de manière de vivre le quartier, qu'on pourrait ensuite faire remonter à des services municipaux, ce genre de choses. Et dans un troisième temps, l'idée c'est d'organiser, dans le sens de vraiment construire une communauté locale, essayer de faire du suivi ou de l'appui à des mesures qui seraient portées par les habitants et les habitantes, eux et elles-mêmes, voilà, de manière organisée, de manière pérenne. Donc l'été dernier, en août 2018, on a eu la chance de pouvoir mettre en place notre première session pilote d'atelier de quartier à Alger. Donc on a choisi 3 quartiers qui sont qui ont une signification historique assez importante à Alger et qui sont aussi proches géographiquement. Donc la Casbah, Beb Loued et Biar. Et du coup, on a réuni pendant 3 journées, chaque journée dédiée à un quartier, un groupe de 10 à 20 résidentes autour d'activités dont je vais essayer de faire le tour juste après. Donc une journée d'atelier, c'est divisé en 2 parties. Donc pendant la matinée, les activités sont plutôt orientées vers la discussion pendant le matin. Et tout ça a été ponctué de moments de pause avec un déjeuner très convivial, un encas, et donc pour un peu faire une pause et échanger de façon plus informelle au cours de la journée. Donc la première activité du matin, donc la journée s'ouvrait sur l'activité dite carte d'identité du quartier. Donc, il s'agissait pour les résidentes de revenir en groupe, puis tous ensemble collectivement, sur une collection d'informations un peu sommaires et assez basiques sur chaque quartier. Donc on avait des informations d'ordre historique, des informations d'ordre statistique et une espèce d'inventaire des associations présentes dans le quartier, vraiment très sommaire. Et l'idée était pour ces résidentes-là de corriger, enrichir, commenter ces informations-là à partir de leur vécu et de leur vision. Donc vous trouverez d'ailleurs des activités, la première activité un peu présentée dans les livrets qui sont là-bas en début d'exposition. Donc vous verrez tout ce qui a été, les supports sur lesquels on a fait cette activité-là. Ensuite, la deuxième activité, c'est une cartographie sensible. Donc à partir de fonds de cadrage de chaque quartier, avec des informations encore une fois assez basiques qu'on peut amener individuellement puis en groupe à enrichir ces fonds de cartes à partir de leur trajectoire personnelle. Donc on avait 6 informations à renseigner, donc le lieu de résidence, le lieu de travail, le lieu d'éducation de la résidente ou de sa famille, le lieu où elle fait les courses, les lieux de loisirs, et une dernière information un peu plus symbolique. Donc ce serait des lieux qui pour elle représentent le quartier, qui ont une symbolique forte, qui la rendent fière de ce quartier ou qui pour elle sont évocateurs du quartier. Donc vous pourrez voir cette activité exposée juste derrière.
Donc pour là, en l'occurrence, c'est le cadrage de la Casbah. Et la troisième activité de la matinée, c'était donc agents et ressources. Donc là, c'est un tableau classique d'analyse des points forts et des points faibles du quartier en fonction de externe ou interne, donc analyse SWOT pour ceux qui ont déjà fait ce format. Et du coup, voilà, on recense grâce à cette activité, d'un point de vue un peu plus opérationnel, tous les agents et les ressources qu'on peut mobiliser, que ce soit positif ou négatif, les points forts, les points faibles, tout ça. Et donc voilà pour la matinée. Ensuite, l'après-midi, donc c'est consacré à une activité plus créative, dite activité ludique. Et du coup, c'était différent pour chaque quartier. Donc pour El Biar, par exemple, on était plus dans l'ordre de la planification un peu plus opérationnelle, où sur une frise chronologique, les habitants devaient organiser un peu comment un lieu abandonné d'El Biar allait être transformé en espace communautaire. Donc il y avait plusieurs étapes, sélection du lieu, sélection du type de financement, organisation d'un emploi du temps provisoire, et pour arriver à la fin à la mise en place du projet de réhabilitation de ce lieu. Pour Bebloued, c'était une activité plus de l'ordre de l'aménagement de l'espace public, donc sur une place, le square Nelson, qui est un peu vide actuellement. À partir de vignettes, les habitants allaient réaménager ce lieu avec des petites vignettes qui représentaient du mobilier urbain, des traitements de sol et autres éléments d'aménagement. Et enfin, pour la Casbah, c'était un peu le même exercice, sauf que ça s'appliquait à une rue donc, qui a été relevée par notre équipe et représentée en élévation. Et donc les habitants sont intervenus sur cette rue, toujours à partir de vignettes, donc pareil avec du mobilier urbain, de la végétation, des revêtements, etc. Et du coup, vous pourrez voir cette activité exposée juste là. Et donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans cet espace-là, on a décidé d'exposer seulement les documents produits lors de la journée à la Casbah, mais c'est un peu un condensé de tout, c'est un exemple type de tous les ateliers qu'on a eu, des 3 ateliers. Donc voilà, après ça, vous pourrez vous promener et voir un petit peu plus en détail ces documents. Voilà, donc maintenant, je vais laisser Magda un peu expliquer un peu notre vision qu'il y avait derrière tout ça, les enseignements qu'on en a tirés et les débats qu'on voudrait ouvrir grâce à cette expérience. Et après ça, Anis présentera quelques images du documentaire en cours de réalisation. Voilà. Donc je te laisse parler. Pour faire écho à ce qu'a dit Nesma, en fait le terme pilote dans l'atelier pilote, c'était vraiment l'idée qui se cachait derrière ça, c'était de définir, en fait, de cibler 3 quartiers, mais c'était aussi d'affiner un peu notre méthodologie, de tester des choses qui marchaient moins. Et du coup, c'est quelque chose qui va encore, on l'espère, être amélioré pendant les ateliers de 2019, donc de cet été. Mais on a établi une série d'objectifs à court et à long terme. Et en gros, à court terme, il y avait l'idée de repenser du coup, les 3 quartiers ciblés, évidemment, grâce à l'input entre guillemets des résidentes avec qui on aurait fait ces activités-là. Il y aurait aussi l'idée de donner vraiment l'espace et la parole aux femmes qui font vivre ces quartiers. C'était l'idée, vous le verrez bien dans ces extraits documentaires qu'on va vous présenter. Et puis il y avait aussi l'idée de lancer en fait cette communauté qui fédérerait plusieurs personnes, plusieurs initiatives, des associations, des acteurs qui n'étaient pas nécessairement, qu'on n'avait pas encore dans le champ de vision, qu'on apprenait en fait à mieux cibler, avec lesquels on entrait en contact tout doucement en fait grâce au travail de recherche en fait en fond qu'on a dû faire avant même de lancer ces ateliers-là sur ces dernières années en gros. Et à long terme, l'idée c'était vraiment d'essayer de mesurer le degré de participation à chacune des éditions. L'an dernier, cette année, les années suivantes, d'en tirer des conclusions pour la suite, d'essayer d'affiner notre méthodologie, d'en faire quelque chose qui devient un peu plus systématique, un peu plus solide, qui tape aussi, qui cible plusieurs autres quartiers à terme. Et puis c'était aussi de rentrer plus en profondeur sur les quartiers qu'on a ciblés, dans le sens où cet été par exemple, on va se concentrer uniquement sur la Casbah, et là on va vraiment essayer de mener un chantier de A à Z avec les résidents du quartier, pour faire qu'il n'y ait pas uniquement une concertation d'idées, de paroles, ça reste très important bien sûr, et c'est un préalable nécessaire, mais on a envie aussi qu'il y ait quelque chose de tangible qui soit mis en place. Donc on va mener ce petit chantier cet été, et on va surtout aussi faire en sorte de mobiliser encore plus que l'an dernier, de manière beaucoup plus systématique, des acteurs, des actrices
qui sont en train de travailler actuellement dans la Casbah. Bon, on ne peut pas rentrer dans les débats qui animent le sujet de la revitalisation de la Casbah, mais l'idée c'est qu'on travaille sur ce quartier avec des personnes qui mènent des petites actions par-ci par-là. Il y a plusieurs collectifs qui sont en ce moment en train de faire des choses qui ne sont pas nécessairement en réseau. Et on va essayer de faire ça cet été. Voilà. Et évidemment, on souhaite aussi à long terme engager le plus de personnes possible, mobiliser le plus de personnes possible, recevoir aussi des conseils, des recadrages. On est ravis toujours que les gens nous disent non, vous ne devriez pas faire ça, vous devriez faire plutôt ça. Donc n'hésitez pas à nous parler, à nous conseiller de discuter avec d'autres personnes qu'on n'a pas évidemment nécessairement consultées, et puis adhérer à l'association. Si vous le voulez, on a des bulletins d'adhésion. Voilà. Si vous voulez être bénévole, si vous voulez... voilà. Puis merci d'avoir écouté notre présentation. Je laisse Anis parler des extraits documentaires. Donc, je tiens à préciser tout d'abord que les images qu'on va vous montrer ne sont pas le documentaire final. C'est vraiment un projet qui est en cours. Ça nécessite beaucoup de temps et c'est quelques images de travail. En fait, le documentaire donc, se déploie en 3 axes. Donc, il y a l'axe des coulisses des ateliers. Donc, toutes les réunions de travail, les moments où on prépare les ateliers, tout ce qui se passe avant ces fameux ateliers. Et l'axe central des ateliers, qui est du coup qui sont les images, enfin tout ce qui se passe, les paroles, les pensées qui sont exprimées, qui sont dites par les habitantes, qui sont restituées en images. Et enfin, l'axe autour d'un regard critique sur la ville qu'on propose, à travers notamment les nouvelles villes et le développement urbain du Grand Alger. Donc, ce qu'on va vous montrer en premier lieu, ce sera une scène montée provisoire d'ouverture du documentaire, où justement on va voir un peu les coulisses, ce que je disais plus tôt. Au centre, enfin par la suite, il va y avoir des images qui vont montrer l'atelier de la Casbah, un condensé en fait de la journée. Et à la fin, ce sera une scène d'ouverture qui ouvre justement sur le regard critique qui ouvre sur l'avenir du Grand Alger et l'émergence de ces nouvelles villes un peu partout dans le pays, etc. Donc, Camille, justement, est la personne, la chef opératrice qui s'est occupée de filmer les images que vous allez voir. On est très contents de la recevoir. Donc, bon visionnage. Je ne sais pas si on peut éteindre Attends. Le territoire algérien, on aimerait pouvoir travailler dans tous les quartiers si possible. Juste pour revenir sur la difficulté de toucher des communautés de quartiers populaires, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'expérience a montré que c'était l'inverse en fait, que les personnes les plus réceptives aux activités, qui étaient plus en mesure de se mobiliser toute la journée, d'être à fond dans ce qu'on proposait, c'était justement les personnes issues des quartiers populaires, les plus défavorisées des fois, par rapport à, c'est là où on a constaté le plus grand, l'engagement le plus continu sur toute la journée, les échanges les plus animés et peut-être une vision la plus nuancée et critique de l'expérience du quartier. Voilà, c'était juste pour Et puis le cadrage méthodologique, comme le nom Atelier d'Alger l'indique, en chantier, mais en gros on essaie d'être... Oui, il y a moyen en fait de faire des choses en fait, parce que vous avez le son déjà, vous avez les ambiances sonores, environnementales, urbaines, vous avez l'espace public, vous avez les places, l'espace public comme aire de jeu, parce que vous avez des petits fragments de ville où on voit les enfants jouer, il y a des petits espaces où les femmes ne sortent pas forcément, donc elles sont entre elles. Et puis Babelwed ou le Biel c'est autre chose, mais je parle vraiment dans les quartiers assez denses qui ont une histoire forte et plus populaire et urbaine que d'autres. Il y a pas mal de choses, donc n'hésitez pas, on pourra en discuter. Mais avec plaisir. Justement, en fait, nous ce qu'on a fait, c'est qu'une fois les ateliers, la première session l'an dernier, entre guillemets, on s'est tout de suite mis à la rédaction en fait, d'un rapport, une sorte de rapport de retour d'expérience. Pour essayer de réfléchir, de laisser
laisser un peu décanter tout ce qu'on avait, Non, mais c'est important. tous les bruits, les sons, comme tu dis, les images, les sensations, les imprévus, les surprises, tout ça, et d'essayer de formuler quelque chose qui soit un peu plus, voilà, avec une distanciation par rapport aux événements. Et on a eu la possibilité, je citerai l'aide précieuse de l'urbaniste Aman Halfouch qui était en train de boucler en fait sa thèse à Nanterre et qui nous a vachement aidé. On a beaucoup consulté, on a consulté plusieurs autres personnes, mais on est ravis de consulter. C'est vraiment notre approche pour essayer de mieux affiner notre méthodologie justement. Une question aussi peut-être sur, je sais que vous revenez d'Alger aujourd'hui, vous avez montré les images hier, vous avez parlé de vos projets, et en fait pendant ces ateliers d'Alger, donc ça concerne Alger et l'Algérie, quelle a été la réception sur place, et quelle réaction vous avez eu, quelles questions La réaction était très bonne. Déjà, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à la projection. C'était une projection dans le cadre d'une exposition d'architecture, dans le cadre d'un livre d'un architecte algérien et algérois. Et donc nous, on venait un peu compléter la présentation de ce livre avec le regard qu'on proposait sur la ville, et les ateliers et la question de la société civile. Et donc justement, c'est une question qui actuellement en Algérie est cruciale et en pleine mutation. Et dans ce cadre-là, les personnes qui étaient présentes pour regarder les documentaires étaient très touchées par le discours qui était défendu. Et également, c'est intéressant de voir que en fait, ces images-là préfigurent un peu le 22 février, qui se sont déroulées avant. Et en fait, ça montre que cet esprit de mobilisation de la société civile existe depuis un petit moment, et il fallait juste une étincelle pour qu'il se développe. Donc, très bonne réaction. Et même parmi les images, elles n'ont pas montré là, mais au moment où vraiment une citation où Magda dit en conclusion d'une des activités, super, maintenant voilà, on a fait la première étape du changement, on a parlé, on a fait. Et maintenant, il faut qu'on sorte tous ensemble dans la rue et qu'on fasse advenir ces divisions. Et vraiment, c'était un peu prophétique parce que voilà, 6 mois plus tard, on est vraiment tous sortis dans la rue. Et voilà. C'est juste pour l'anecdote, mais c'est d'autant plus touchant pour les personnes qui découvrent ces images maintenant de voir que c'était vraiment, c'était un peu préfiguré, comme dit la révolution qui a lieu en ce moment. Du coup, vous aviez des liens avec la municipalité, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, la prise de décision, mais quelles ont été les relations avant et après, si tu veux. Juste des partenariats. J'avais mentionné avant les entretiens qu'on avait fait, genre et après tu peux. Excusez-moi, on est en train d'avoir un aparté. Non, mais en gros, avant de mettre en place les ateliers pilotes, on se sentait un peu débarquant dans un univers qui est très complexe à comprendre, avec plein d'acteurs, une espèce de millefeuille de différentes échelles de pouvoir, de personnes qui animent, qui sont actives sur place, que ce soit du point de vue secteur public, privé, associatif, etc. Et on voulait d'abord vraiment faire de la recherche de fond. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré plusieurs acteurs depuis 2016 pour essayer de discuter avec eux. Et par exemple, on avait rencontré des gens de la PC d'Alger Centre, des personnes qui représentaient vraiment le secteur public local, pour essayer de discuter, de savoir ce qui se faisait, quelles étaient les actions auprès de la jeunesse, quelles étaient les actions pour essayer d'animer les espaces publics, des séries d'efforts un peu sur un point de vue événementiel pour relancer des stades, relancer des petites esplanades, des choses comme ça, et à collecter cette information. Donc c'est pas venu ex nihilo, ça a alimenté notre truc. Et je laisse mon cher cofondateur. C'est ça. Et donc après cette espèce de diagnostic état des lieux de ce qui existait à Alger, on a essayé de rentrer en contact avec un maximum d'organismes associatifs. Et du coup, grâce à l'association Sauvons la Casbah d'Alger, on a réussi à obtenir un partenariat qui nous donner des locaux pour organiser les ateliers, mais également une facilitation pour contacter les participantes résidentes de la Casbah, et
également aussi, bien sûr, c'était l'association grâce à laquelle on pouvait avoir les assurances et les autorisations pour organiser des événements dans l'espace public, parce qu'il faut préciser qu'à la fin des 3 journées d'atelier, on a fait une restitution publique sur une place de la Casbah où on a présenté l'ensemble de tous les travaux. Donc tout ça, en fait, n'aurait pas été possible sans les partenariats qu'on a menés avec les organismes locaux, associatifs. Après, au cours de notre aventure, on a en effet aussi eu des entretiens avec des experts, des architectes qui restaurent la Casbah, qui travaillent dans le site et qui nous ont éclairé un peu plus sur les problèmes qu'il y avait dans la Casbah, etc. Donc on a été aussi en lien avec des personnes qui sont dans l'institution, qui sont aussi, par exemple, des praticiens également. Voilà. Et tout ce qui est de l'ordre des institutions, etc., c'était plutôt par le biais de l'association partenaire, c'est-à-dire tout ce qui est autorisation pour organiser les événements, etc., assurance. Pour l'instant, en tout cas, à l'époque de ces ateliers-là, on fait appel à ces partenaires, cette association. Idéalement, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de rassembler des membres pour créer l'association à Alger. On a déjà 2 personnes très importantes qui gèrent un peu le pôle à Alger et qui sont en train de travailler très dur pour créer l'association pour qu'à terme on soit autonome et qu'on puisse mener nos actions, qu'on puisse éventuellement postuler pour des aides financières auprès de l'État algérien, etc. Voilà. C'est un peu en cours. Pour l'instant, on mise sur les partenariats. Mais du coup, il y a eu un retour de ce que, entre guillemets, aux décideurs, il y a eu un retour des ateliers où ils savent. Oui, c'était ça. Parce que la chance qu'on a eue, c'est par exemple d'avoir certains représentants à la fin des ateliers. En fait, l'été dernier, on a fait une restitution publique sur une place publique de la Casbah. Et on a eu des personnes qui représentaient le secteur public, qui sont venues, qui étaient ravies, qui étaient contentes, qui représentaient du coup cet univers-là, et qui voulaient avoir des retours, donc on les leur a fait. Après, nous, on est régulièrement dans des prises de contact par email, en allant à des événements, en essayant de rentrer en contact avec des personnes moins accessibles, entre guillemets, qui représentent ce secteur-là décisionnel. Après, on aimerait plus être impliqués, surtout que... Disons qu'actuellement, on mise surtout sur les associations présentes qui œuvrent déjà dans l'espace public, qui rassemblent des citoyens pour faire des actions collectives et qui sont rodées et qui sont familières justement avec l'administration. Connues administrativement. C'est ça. Parce que du coup, les personnes qui étaient là, ils étaient là par leur compte propre ou en tant qu'institution? C'est une excellente question, je pense qu'il y a un peu des deux. Enfin, tu représentes toujours d'abord une... En tout cas, présenter leur carte visite, je pense que c'était plutôt... C'était l'institution, mais je pense qu'ils étaient intéressés, et puis quand ils donnaient des recommandations, etc., c'était plutôt en mode... on a envie d'aider l'initiative, voilà, contacter telle personne, lisez tel rapport. Voilà. Oui, il y avait des femmes dans les ateliers. J'avais l'impression que c'était juste une action féminine que... Oui, en effet, pour la session pilote, c'était réservé aux femmes. C'est un choix, non? Oui, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, c'est une phase pilote, donc le but c'était vraiment de tester les activités, de voir les éléments améliorés ou les éléments qui fonctionnent bien. Et du coup, voilà, qui dit session pilote dit public pilote. Donc on s'est dit qu'on allait prendre un public avec un critère discriminant, donc le fait d'être une femme. Et donc ça nous permettait d'un côté d'avoir donc cet échantillon un peu cohérent, donc que des femmes, mais par contre des femmes de plusieurs générations. Ça c'était vraiment un plus dans les participantes qu'on a eues. Mais, et du coup ça nous permettait d'ouvrir plusieurs questions liées à l'espace public à Alger. Donc voilà, la place des femmes dans l'espace public, un sujet récurrent, notamment depuis le 22 février, on en parle énormément, et tant mieux. Voilà, mais voilà. En l'occurrence, vu qu'on était sur le cas d'Alger, voilà, toujours interroger la place des femmes dans l'espace public, qui est pour le cas d'Alger assez ambivalente. Donc d'un côté, on a tous les problèmes qu'ont rencontrent les femmes dans toutes les villes. C'est très fort à Alger quand même, voilà, le harcèlement de rue, le fait que la rue soit souvent hostile aux femmes, qu'il y ait une grande majorité d'hommes qui se déplacent aisément dans l'espace public, alors que les femmes sont plus dans le moins possible apparaître pour être tranquilles. Mais de l'autre côté, paradoxalement,
une place un peu pivot des femmes dans les quartiers ou dans les échelles vraiment du voisinage proche. Donc c'est plutôt elles qui structurent ces communautés, c'est elles qui souvent prennent en main l'entretien de leur voisinage immédiat, qui nouent les liens entre les familles. Donc cette place un peu paradoxale entre d'un côté une situation souvent d'oppression, de l'autre un rôle pivot et un rôle structurant, qui pour nous rendait d'autant plus pertinent le choix de s'adresser aux femmes. Et enfin, on s'est dit qu'en réunissant des femmes, ce serait peut-être l'occasion qu'elles puissent parler plus librement que si c'était en situation mixte, qu'elles puissent déjà se déplacer pour certaines. Peut-être qu'il y aurait moins d'obstacles ou que leur foyer serait plus tranquillisé, sachant que ce serait un espace réservé aux femmes. Donc je pense que ça aussi, ça a facilité la venue de certaines participantes, notamment les plus jeunes. Et qu'il y ait une ambiance un peu plus conviviale, plus intime pour discuter de certains sujets, notamment certains traumatismes historiques récents, où il y avait vraiment une ambiance de confiance et d'intimité qui n'aurait peut-être pas été la même dans un contexte mixte. Mais, et on pense que ça a été un pari quand même, c'était un bon pari vu que quand même les gens se sont vraiment livrés, on parlait à cœur ouvert de beaucoup de sujets. Ils se sont laissés filmer facilement? Oui, on a tout expliqué, on a demandé des sessions de droit d'image, on a fait ça en règle quoi, mais voilà, donc encore une fois, la thématique d'être filmé, tout ça, on s'est dit qu'on se serait peut-être plus sûr et qu'on aurait plus de chances que tout se passe bien si c'était un public de femmes. Et je pense que ce fut le cas. Après, évidemment, à l'avenir, notamment cet été, dans le cadre du chantier qu'on aimerait mettre en place, il faudrait qu'on compte faire des activités mixtes, impliquer tout le monde évidemment, favoriser ce dialogue entre tous les pans de la société qui est indispensable. Ce sera plus facile après la révolution. J'espère, exactement. J'imagine. Et puis à terme, on a envie que que tout le monde participe, femmes, hommes, enfants, tout le monde. Une chose d'ailleurs qui était assez intéressante, c'est que c'était des ateliers réservés aux femmes techniquement, mais en fait il y avait toujours plein de gamins qui débarquaient, ça devenait un atelier en général, il y avait dans la cour, ça devenait un atelier de jouets, de cassage de jouets souvent. Et les enfants voulaient participer aux activités de maman ou de la sœur ou de la tante ou de machin. Et on a réalisé que c'était une manière presque un peu expérimentale de séparer, mais on ne peut pas séparer. Parfois, ils restituaient même des activités, ce que les mamans voulaient dire sur les carnets, parce qu'ils pouvaient écrire et les mères pas forcément. Ouais. Une question? J'aurais deux questions. Déjà, bravo pour le travail que vous avez fait. La première porte sur l'architecture et l'urbanisme. Est-ce qu'il y a un regard critique? Est-ce qu'il y a actuellement un regard critique des populations qui vivent dans ces quartiers-là, qui sont dans l'obligation de partir pour des raisons de salubrité? Ce qui est marquant quand même dans le montage, c'est qu'on passe d'un chaos intelligent à une intelligence chaotique. Cette perspective d'alignement de bâtiments pauvres en architecture, pauvres en urbanisme, est-ce qu'il a été décrié par ces populations-là? Seconde question, elle porte sur la population. Est-ce que vous avez essayé d'approcher des populations plus sensibles que les femmes? Les femmes, certes, elles vivent dans un milieu confiné, très isolé du monde. Mais est-ce que vous avez approché des populations dites dangereuses à Alger, qui sont les moteurs de cet inconfort à Alger? Quand on est à Alger, ou dans n'importe quelle ville algérienne, on est quand même pris par ce sentiment d'inconfort en société, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc, du fait que certaines populations le rendent comme ça, est-ce que vous avez essayé d'établir un lien avec ce type de population? Oui. Je ne sais pas si la seconde question est claire, mais... Oui, non, mais je comprends très bien. Du coup, moi, pour répondre à votre première question,
Oui, c'est quelque chose qui revenait régulièrement, notamment par rapport à la Casbah, le fait que plusieurs familles soient dans des situations un peu toujours entre deux, de ne pas être sûr de pouvoir rester dans le lieu dans lequel elles habitent. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça a fait la une récemment des immeubles qui s'effondrent, des choses comme ça, parce qu'il y a des problèmes en fait structurels dans le quartier de la Casbah, qu'il y a il y a un degré d'insalubrité qui est terrible, et que du coup, parmi les familles ou les groupes de résidents avec lesquels on a travaillé, il y avait des familles entières qui habitaient avec leurs affaires personnelles dans des sachets poubelles et qui expliquaient que de tous les soirs, en fait, ou du jour au lendemain, elles avaient toujours la peur de pouvoir de se retrouver avec un toit qui s'effondre, un pan de mur qui s'effondre, et qu'il y a des soucis en fait de maintenance, des soucis de ce point de vue-là. Je laisserai Anis et Nasma rajouter autre chose, mais par rapport à la question des personnes que vous dites dangereuses, alors c'est, comme je le disais, on a isolé les groupes de femmes, mais c'est très difficile en fait de travailler avec des groupes isolés parce que du coup tout est imbriqué, tout est noué. Et dans le quartier de la Casbah, c'est presque l'enchevêtrement des rues, des maisons, ça mine en fait cette imbrication des liens sociaux à Alger, en Algérie en général, puis je pense à ailleurs aussi. Voilà. Et ce qui faisait que par exemple, il y avait plusieurs des personnes qui ont participé aux ateliers qui nous racontaient beaucoup, notamment en ce qui concerne la décennie noire et le degré de violence et le degré de danger qu'il y avait dans le quartier au quotidien et qui a vraiment abîmé le quotidien dans ce quartier, qui racontaient qu'en fait leur vécu, il était très lié aussi au vécu par exemple de leurs frères ou de leurs maris qui se retrouvaient embrigadés dans des réseaux, qui se retrouvaient arrêtés, et qui après la période de la concorde civile avaient une amnistie d'une certaine manière, mais que ça touchait énormément leur foyer et que ça altérait leur rapport au quartier très fortement. Et du coup, je ne sais pas si ça commence à toucher, à répondre à votre question. Je voudrais juste soulever un point par rapport à la dangerosité des gens. Les gens ne sont pas dangereux. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Se sentir en danger. En fait, juste un truc, la Casbah est devenue dangereuse vu son architecture. Elle était dangereuse aussi à l'époque coloniale. Oui, tout à fait. Parce que c'est un quartier où on peut... Non, parce que c'est un quartier où on peut se cacher, on peut disparaître facilement, on peut passer d'une maison à une autre. Les terroristes ont pris la Casbah parce qu'elle était facile à prendre. C'est-à-dire qu'il y a un contraste clair. C'est pas les habitants de la Casbah qui sont dangereux. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a un contraste clair quand même entre le fait de dire que la Casbah est dangereuse, parce qu'autrefois les c'est son architecture qui fait qu'elle est dangereuse. C'est pas ses habitants. Non, mais si je peux me permettre, juste pour revenir sur 2 points. La première question, c'était c'était du coup le regard critique de la population sur... voilà. Comme a dit Magda, ce qui est ressorti un peu, c'est que les habitants de la Casbah sont un peu dans un dilemme, pour certains. Donc il y a cet attachement fort au quartier où on ne veut vraiment pas quitter ce cadre unique, cette proximité par rapport à la mer, d'être au cœur de la ville. Ça n'a pas de prix. Et il y a de l'autre côté l'urgence de l'insalubrité et des besoins vraiment primaires qui sont devenus des rêves pour certaines familles. Avoir une salle de bain, avoir de l'eau, pouvoir se changer, avoir ne serait-ce que 1 mètre carré d'intimité, pouvoir, je sais pas, dormir tous en même temps tellement il n'y a pas de place. C'est des choses vraiment alarmantes qui font qu'on est obligé de sacrifier le fait d'être dans ce lieu unique. Mais après, il y a quand même, ça brise le cœur aussi pour de nombreux habitants qui nous ont raconté ça. Par exemple, il y en a un exemple d'une des dames qui disait vraiment moi je veux pas étendre mon linge sur le balcon. Donc moi je veux avoir ma terrasse, mon mon toit gorgé de soleil et pouvoir avoir cet espace-là qui est caractéristique de la Casbah avec les toits communicants et tout. Mais voilà, donc d'un côté on a l'insalubrité, limite la mort qui guette à cause de la dégradation des immeubles. De l'autre on a cette magie ou ce cadre qui est dur à quitter aussi. Donc pour moi c'était un peu un dilemme.
Après, pour ce qui est de la population dangereuse, je pense pas qu'il y ait un facteur discriminant de la dangerosité de l'Alger. Je sais pas si, du coup... non, mais genre, est-ce que du coup, on parlait du coup des jeunes hommes, j'imagine? C'était cette population? Je sais pas, je demande, plus précisément. Si je peux permettre, parce qu'en fait, vous avez évoqué dangereux un peu partout en fait en Algérie, c'est ça en fait, le terme de danger en fait. Non, du coup, est-ce qu'on parle des jeunes hommes plus précisément, pour les nommer? Des adolescents ou des jeunes hommes qui peuvent rendre l'espace public pas dangereux, mais... genre des délinquants un peu, c'est ça? Pardon? Moi j'ai du mal à comprendre ce qui c'est ces personnes. Alors, pour les gens qui connaissent Alger, il y a certains quartiers, la plupart des quartiers à Alger, on sait très bien que se balader seul par exemple, il faut toujours être sur ses gardes, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une agression au couteau, une agression à ceci, cela. Ce n'est pas vrai? Non. Après, dans le cadre de notre expérience, par exemple, évidemment, le format des activités ne permettait pas... Je suis d'accord, mais c'est un fait. C'est un fait. Non, mais juste, moi, c'était juste pour dire que ce type de population est assez présent en Algérie. Mais après, encore une fois, dans le cadre des activités... ils ont leur rôle, quelque part, leur rôle à jouer dans ce type d'événement. La question était, est-ce que vous les avez approchés pour avoir leur retour? Encore une fois, dans le cadre des activités... C'est pas pour les... Non, mais bien sûr, mais... Donc, dans le cadre des activités, comme on avait choisi de travailler avec des femmes, donc ils n'étaient pas forcément inclus. Mais après, évidemment, par exemple, à l'ASCA, il y a beaucoup de jeunes hommes, pour les nommer, qui assurent des tâches de logistique, qui nous ont beaucoup aidés à faire l'organisation. Et bien sûr, on était à leur contact permanent, et c'est un peu eux d'ailleurs qui nous ont guidés dans le quartier. Je pense que Magda, que Magda et Camille pourront un peu raconter leur expérience, mais au niveau du danger, bon, ça m'étonnerait que vous l'ayez ressenti, mais en tout cas, il y avait ce contexte, évidemment pas dans le cadre de l'atelier lui-même, mais dans le cadre de la découverte du quartier, d'être guidé dans la ville, de pouvoir filmer et puis voir un peu cette communauté. C'est vrai, dans la rue majoritairement masculine, mais qui n'est pas ni dangereuse, ni inconfortable, qui est quand même... Est-ce que le fait de se faire accompagner ou se faire accorder l'autorisation par des citoyens n'est pas un signe que la situation... Le mot dangereux est un peu fort. Il faut savoir peut-être le pondérer un petit peu. Là, j'ai parlé en fait des étrangers, vous parlez en fait des habitants de la ville. Quand vous dites accompagner, moi personnellement je vais aller à Alger, je ne vais pas demander à être accompagné pour visiter Alger. Bah non, pas. À aucun moment en fait je vais sentir oui, j'y vais monsieur, j'y vais, mais à aucun moment je vais manger de la sardine, je me balade avec mon appareil à photo. Est-ce que tu es habité à Casbah? Non. C'est comme on va à Barbès ou on va ça explique. J'aurais voulu la voir. Mais pour les expériences que j'ai eues il m'a déroulé pas tout, bien sûr. Après, il faut faire un peu bien compte de l'élément. Surtout les anciens de la Casbah. Il y a un esprit de quartier. Et ça, c'est prévu avant la guerre. Je me rappelle, quand une fille de la Casbah se retrouvait en dehors de la Casbah et qu'elle faisait embêter, comme ça, gentiment, par quelqu'un, il suffisait qu'il y ait un jeune de son quartier qui lui a jamais parlé, qui ne la connaît pas, enfin, mais il sait qu'elle est de son quartier, et bien il intervient. Et il demande à l'autre de laisser la fille tranquille. Parce qu'il y avait cet esprit de quartier, et cet esprit subsiste jusqu'à maintenant. J'ai été, il n'y a pas longtemps, à la Casbah, comme ça, pour retrouver un peu ma jeunesse. J'avoue que j'ai pleuré quand j'ai vu certaines bâtisses, l'état dans lequel elle se retrouve maintenant. Mais l'esprit de mon enfance, je l'ai retrouvé. Il y a une forme de cynisme, nous, on l'a vraiment ressenti par exemple avec le geste, bon c'est un geste qu'on retrouve partout à Alger, en Algérie en général, mais on avait envie presque à un moment donné de filmer tout ce réflexe qu'on a tous, beaucoup quand on se promène dans la Casbah et ailleurs, de ramasser les morceaux de pain à chaque fois qu'on avance. C'était un truc qu'on voyait énormément
Non, mais même juste ce que vous dites exactement sur la protection, par exemple, des femmes qui se tournent, etc. Même elles, en fait, elles ont exactement témoigné de ça, en fait. Et que tout le monde se connaît, que les gens se défendent, se protègent, et que cet esprit-là, il est toujours présent. Et du coup, la violence et le conflit émanent certainement pas d'une population définie, mais c'est plutôt de la pression qui est exercée sur ces personnes, la pression économique, la pression sociale, la pression juste, la négligence de ces populations par les autorités, et le fait qu'elles sont prises en étau de plein d'enjeux économiques, politiques, au niveau des politiques culturelles, tout ça, des classifications des institutions internationales qui s'en mêlent. Et donc la violence, elle émerge de pour certaines personnes, cette misère qu'elles doivent vivre. Et du coup, évidemment, il y a des conflits, il y a de la violence, mais c'est certainement pas d'un groupe, d'une part de la population contre l'autre, c'est plutôt, il n'y a pas assez de lieux vivables et il y a beaucoup de gens, et voilà, les seules solutions qu'on propose, c'est des quartiers que vous avez vus comme les nouvelles villes, qui ne sont absolument rien à voir avec à propos de la violence, de la dangerosité éventuelle, il y a aussi un élément qui est très important. C'est l'attitude des pouvoirs publics. Je prends deux exemples. Il y a quelques années, avant 2011, c'est avant les fameuses révolutions arabes, etc., parce qu'elles ont quand même eu un impact en Algérie, il y a eu un tel laxisme des pouvoirs publics que, par exemple, je me souviens, moi-même, on m'a volé le portable en plein Alger, alors que j'étais en train de parler. Pour vous dire, en plein rue des Douches, on m'a piqué le portable et j'ai couru après le type. Si je l'avais attrapé, peut-être qu'il avait le bon, ça aurait pu dégénérer. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était courant, on se faisait attaquer, etc., parce que les pouvoirs publics ne réagissaient pas. Tout simplement, il y avait un tel laxisme. Après, le phénomène devenant très important, ils ont commencé à appliquer des peines, etc. Le vol de portable, c'est un tout petit peu calmé. Deuxième problème que tous les Algérois connaissent, c'est les fameux parkingers. Un type qui va venir, il va se dire, ce trottoir, il est à moi. Si tu viens garer ta voiture, c'est 100 dinars pour 5 minutes. Si tu n'es pas content, il sort le couteau. Voilà. Et c'est arrivé à des gens qui n'ont pas voulu payer de se faire attaquer comme ça, en plein centre-ville, etc. Mais ça aussi, dès qu'il a commencé à y avoir une réaction des pouvoirs publics, ça s'est arrangé. Donc résultat, et puis il y a ce qui se passe depuis le 22 février, nous montre que l'incivisme, la violence, etc. n'est pas fatal. C'est qu'il y a des conditions précises à un moment donné qui font que, voilà, c'est la preuve criante que, y compris dans les quartiers populaires censés être connus pour être dangereux, comme Badjarah, je connais bien, etc. Non, il y a des conditions très particulières qui sont réunies pour que cette violence puisse s'exercer. Même ici, moi j'ai accompagné des journalistes dans certains quartiers. Dans le métro, en fait. Voilà, donc il n'y a pas de... C'était juste... Il y a un constat, il y a une forme de violence. La question était simple. Les acteurs de cette forme de violence, est-ce que vous les avez approchés? Là est ma question. À aucun moment il ne s'agissait de comparer Alger au bas-fond de Kétone. Mais en fait, on n'est pas dans la même forme de violence. C'est pas une violence de bord. C'est pas un constat en fait. Le constat il est tout à fait discutable, c'est ça qu'on essaie de dire. Non mais après tu vois, il y a quand même un truc où moi quand il s'agissait que j'aille toute seule dans la Casbah, il y avait quand même un truc de protection. Elle était obligée d'aller avec moi. Les gens qui nous accueillaient disaient non mais elle va pas partir une petite blanche comme ça, elle va pas partir toute seule, tu vois. Enfin c'est surtout les gens de la Casbah en fait qui voulaient pas me laisser partir toute seule avec ma caméra et tout ça. Vous risquez de croiser une personne qui va vous voler votre caméra. C'est ça, mais moi j'étais prête à y aller toute seule, moi j'ai pas vraiment peur dans la rue. Vous pouvez faire une mauvaise rencontre. Mais oui, voilà. Mais sauf que ça venait des gens la Casbah eux-mêmes en fait qui voulaient me protéger. Et moi ce que j'ai trouvé, vraiment on s'est pas senti en danger mais à un seul instant. Et surtout les gens étaient hyper contents. Bon après c'est le phénomène de la caméra et tout ça, mais ils étaient très contents qu'on s'intéresse à eux en fait. Et on est rentré dans je sais pas combien de maisons parce que les gens voulaient nous montrer l'état de leur... Enfin ils avaient tellement besoin de parler qu'ils étaient surtout très contents qu'on soit là pour les filmer en fait. Et il n'y a pas du tout, on nous a quand même fait rentrer dans une mosquée, dans l'endroit réservé aux hommes alors qu'on était
femmes. Enfin, on a été accueillis de façon incroyable, quoi. Mais je pense qu'aussi, c'est la démarche qu'on a quand on va rencontrer les gens. Après, il y a quand même une pauvreté et une espèce de pression qui a un peu de la survie, quoi, qui crée ça dans tous les endroits où les gens vont survivre. Les tensions, si vous voulez, pour reformuler votre question, en fait, il ne faut pas parler, je pense, d'acteurs de la violence. C'est vraiment un système, c'est un truc, voilà, c'est un écosystème qui met en place plein de paramètres qui font que ça pète. Et on est obligé de toute façon d'être confronté à ça, même si on partait avec dans la tête l'idée de on va réfléchir à comment on va planter des cactus au milieu de la Casbah, c'est pas du tout notre principe. Mais même en partant d'un projet qui est le plus genre intervention la plus minimale, la plus ponctuelle, conversation qui reste à la surface, on ne peut jamais rester à la surface. Ça peut jamais. Et on a eu un des entretiens qu'on a fait avec une des participantes où elle disait le truc c'est que on ne peut pas rester à la surface, on ne peut pas rester dans le bâti ou dans la matérialité du truc. On va être dans la violence, on va devoir en parler, ça va continuer, ça va. Donc je vais hésiter tout à l'heure. C'est une trottinette. Non, mais je pense que cette histoire de dangerosité vient de ce que les Indiens racontent depuis longtemps, et dont ils disaient l'hiver africain. C'est ça. S'il n'y a pas de lien de voisinage, celui qui ne te connaît pas, donc de toi il prend les images. te détruit. Oui, c'est ça, c'est le lien du voisinage qui va être plus fort, ou le lien de connaissance, de parenté, ou de tribu un peu symbolique, qui va prendre, qui va être plus fort que. Mais par contre, si tu sors de ce cercle-là, oui, bon courage. J'ai vécu la même chose ici, quand je suis arrivé, la première fois, je devais aller à Barbès. J'étais hébergé par une Française, journaliste et tout ça. Je lui ai dit, je vais aller à Barbès. Elle me dit, Pierre, je te donne le blanc, mais moi je viens pas. Tu vas te débrouiller tout seul. Mais par la suite, j'ai habité Barbès. Et je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec les préjugés qu'il y en a. Et c'était d'ailleurs d'un groupe à l'autre parce qu'on a eu 3 groupes de résidents, 3 ateliers. Donc il y avait la Casbah, Bab el-Oued, qui sont 2 quartiers populaires, réputés, dangereux, mal fréquentés, enfin plein de préjugés négatifs associés à ces quartiers. Et ensuite on avait un groupe de résidents d'El Biar, qui est un quartier beaucoup plus huppé, avec un niveau moyen, enfin un niveau de ressources beaucoup plus élevé. Et voilà, d'un groupe à l'autre, on avait certaines participantes de l'atelier d'El Biar qui avaient tous ces préjugés, qui perpétuaient ces discours de oui, c'est une masse dangereuse qui nous menace, parce qu'en plus même géographiquement, donc on a la Casbah, Bab el-Oued qui sont vraiment au bord de la mer, El Biar qui est en hauteur, donc ces masses qui nous menacent, qui remontent vers nos quartiers, donc c'est un discours qui est vraiment ancré dans beaucoup d'esprits, donc on ne peut pas vous en vouloir en fait de penser que c'est dangereux, parce que beaucoup d'Algériens ont ce discours eux-mêmes, mais qui en fait, confronté à la réalité, n'a aucune réalité. Il y avait des femmes qui n'étaient jamais venues à la Casbah. Elles venaient pour la première fois et elles disaient ah mais en fait, on veut venir à la Casbah, ça va, j'avais jamais osé venir de toute ma vie. Des gens qui vont venir. Et alors que voilà, de façon inversement proportionnelle, l'engagement, l'intérêt, la qualité des débats, des discours, la profondeur de la vision du quartier était vraiment inversement proportionnelle aux ressources, à l'image du quartier et au niveau de capital social, culturel et matériel des habitants. Voilà. Quelqu'un qui demande la parole depuis tout à l'heure. Non, moi c'est une question très légère, pas profonde. Mais tout à l'heure vous parliez de restitution sur une place publique. Et moi en fait je suis curieuse de savoir comment les gens ont réagi, qu'est-ce que vous pensez de votre démarche, est-ce qu'ils étaient contents qu'on s'intéresse à leur quartier, voilà, c'est un peu. Si tu veux, en fait on a fait, on a excusez-moi, en fait on a organisé la restitution publique sur une petite place de la Casbah. Donc, si tu veux, il y avait un intérêt évidemment
habitants qui se baladaient, qui passaient devant. Puis c'est dans un endroit qui était particulièrement, en fait, il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de passages. Et du coup, les gens regardaient par en haut, à droite, à gauche. Enfin, on était bien, il y avait une bonne visibilité de l'événement. Et tu avais tous les gosses qui, au départ, se sont approchés, par exemple, en se disant c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'ils font. Je me souviens, ils demandaient si on préparait l'Aïd, si on allait faire genre voilà. Et en fait, on a du coup. Et c'était intéressant parce qu'ils n'osaient pas venir. Donc on les a invités, on a commencé à dire genre en gros descendez, venez, parce que les gens regardaient par la fenêtre, ils disaient c'est quoi ce truc, vous allez faire un truc de danse moderne, ce qui va se passer, c'est. Enfin voilà. Et en plus des résidents qui étaient un peu de manière informelle conviés au truc comme ça par venez, il se passe un truc, il y avait les personnes qu'on avait conviées, les participantes, parce qu'on faisait en fait un truc un peu symbolique à la fin des ateliers, de remettre en fait une sorte de certificat, enfin pas de certificat, mais une attestation de participation pour dire vraiment, pour qu'on reconnaisse un peu cet effort qui a été fait, cet effort collectif de se poser, de s'engager, de venir sur plusieurs semaines, sur plusieurs week-ends. Il y en avait qui voyageaient, il y en avait qui avaient de la famille qui rendait visite. Elles devaient souvent s'occuper des gamins, mais elles arrivaient à se débrouiller et vraiment assister au truc tout au long des semaines de travail. Et au-delà de ça, oui, il y a eu toutes les personnes qu'on a pu mobiliser ou contacter sur AG qui sont venues. Et justement, c'était une expérience assez intense et intéressante parce que quand on est arrivé, en fait, on devait s'implanter dans une certaine place et il se trouve que en fait, les habitants, en dehors des ateliers, ont déconseillé d'être sur cette place parce que, je sais pas, il y avait des ordures, etc. Donc, du coup, à la dernière minute, ils nous ont dit non, vous pouvez aller là-bas. On allait dans une autre place qui était un peu plus à une échelle plus humaine. La place n'était pas très propre, il y avait plein d'ordures, donc tout le monde avec les habitants, les voisins, etc. autour nous a aidés pour tout nettoyer avec de l'eau, etc. On envoyait des enfants acheter des frottoirs. Voilà, c'est ça, c'était vraiment un petit chantier. Une émulsion de personnes dans tous les sens. Et en fait, finalement, même l'organisation même de l'événement, elle s'est fait avec les habitants. Enfin, même le côté logistique, en fait, on l'a utilisé grâce aux habitants. Et pareil, du coup, effectivement, il y avait non seulement les gosses du quartier, les habitants autour qui ont même commenté. Vas-y, je t'en prie, vas-y. À propos de la restauration de la Casbah, l'UNESCO avait bien commencé le financement de cette restauration. Et une fois, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, je ne sais pas, 7-8 ans, je ne sais pas, du temps de Khalida, j'ai eu l'occasion de la retrouver dans une rencontre à Alger. Et je lui avais posé la question, j'ai dit, mais pourquoi ça ne se fait pas? Et l'argument majeur qu'elle m'avait donné, c'est qu'il y avait beaucoup d'habitants qui ne voulaient pas que l'État s'occupe de la restauration. Donc j'ai compris que c'était un problème de confiance, effectivement. C'est un pouvoir en lequel personne n'a confiance, donc c'est normal. Mais est-ce qu'il n'y a que ça, ou il n'y a pas autre chose? Il y a le statut administratif aussi des habitants qui ont toute intervention sur statut administratif par rapport à des éventuels actes de propriété ou des preuves qui sont locataires, qui est assez difficile à obtenir auprès des habitants et qui fait que toute intervention au niveau de leur maison devient très compliquée parce qu'on ne sait pas à qui appartient le bien et du coup c'est compliqué d'intervenir sur la rénovation de la maison. Donc il y a cette première donnée. Il y a conjugué à ça, il y a le fait que tous les propriétaires ont disparu de la circulation depuis un petit moment, ce qui rend encore plus difficile l'opération de régulation un peu administrative de tout ça. Au-delà de ça, il y a aussi le problème de la vision politique un peu. On a rencontré en gros une architecte restauratrice qui a travaillé sur une opération pilote de restauration de la Casbah, donc les opérations préliminaires qui ont précédé le plan de restauration qui est un peu flou maintenant mais qui se précise. Et du coup elle nous expliquait que
de un, il y a la question administrative, et notamment le fait que ce n'est pas possible pour l'État d'intervenir sur un bien privé et de donner des deniers publics pour rénover une maison privée qui appartient à quelqu'un. Donc de faire ça à la Casbah et de ne pas faire ça dans une autre région de l'Algérie. Et en plus de ça, il y avait surtout la donnée un peu politique, donc le manque de vision à long terme. Donc le fait que la wilaya précédente s'est concentrée sur vraiment des visions très court-termistes, un peu cosmétiques, de repeindre des murs ou de faire des opérations d'extérieur pour embellir, sans adresser le vrai problème qui est l'assainissement des sous-sols, qui n'est pas infaisable, même si on prétend que ça l'est, il n'est pas du tout infaisable. Il suffirait juste de vraiment dédier des fonds et du temps à sonder précisément tous les réseaux des eaux, enfin l'écoulement des eaux souterrains, de l'assainir et de là de commencer à réfléchir aux maisons, lesquelles peuvent être sauvegardées, lesquelles doivent être détruites, etc. Mais voilà, donc le problème principal, après la volonté des habitants, c'est peut-être parce qu'ils sont souvent expulsés dans la violence qu'on redoute l'action de l'État, parce que c'est souvent, voilà, sans prévenir, au milieu de la nuit, on les embarque, ils sont relogés, voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait ce refus, mais au-delà, c'est surtout le fait de ne pas vouloir s'attaquer vraiment au problème de fond de l'assainissement de la Casbah. Et de faire des choses fait que, voilà. qui sont seulement visibles à l'œil nu. D'ailleurs, le bâtiment qui s'est effondré, il s'est effondré dans le cadre de... ils étaient en train de le repeindre en fait, en blanc, sans regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, alors que tout était pourri, tout était frié, et du coup, il s'est juste effondré après avoir été repeint à neuf, tout propre, tout beau, de l'extérieur. Donc ça montre bien le problème. En gros, pour ce qui se cachait, je pense, derrière la formulation qu'elle avait utilisée donc, quand vous lui aviez parlé, c'est l'idée qu'il y avait une idée ou une manière de concevoir la restauration, la réhabilitation, qui n'avait pas un volet social, un volet de penser comment est-ce qu'on va bouger de manière permanente ou de manière juste temporaire les populations qui occupent ce quartier, où est-ce qu'elles vont aller, comment est-ce qu'on va les reloger pour un temps lambda ou à vitam aeternam, peu importe. Il n'y a pas une mission de relogement. Il n'y avait pas, maintenant ça commence, mais elle n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas suffisante. Souvent, il y a aussi beaucoup de corruption. Les personnes qui ont la priorité sur les attributions de logement, c'est pas très clair. Il y a aussi la question de est-ce que tu as envie, par rapport à la proximité par rapport à ton lieu de travail, si tu as envie d'être catapulté très très loin à l'extérieur de la ville, dans un petit appartement minuscule, sans bus, sans accès, sans transport. Les voisinages qui sont éclatés, les communautés qui sont déliées aux quatre coins de la wilaya d'Alger. C'était ça aussi qui suscitait le refus et la peur des habitants par rapport à ce relogement. Puis j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit mouvement pour faire comme dans tous les centres historiques des capitales où on préfère faire des Airbnb, c'est des riches qui rachètent les maisons et qui les louent et qui dépeuplent en fait les centres-villes. Et il y a un peu cette mouvance-là aussi. Et puis l'attachement des habitants à leur quartier. Pas la Casbah. On est fous de notre quartier, on ne sait pas pourquoi. La Casbah, ils avaient un grand espoir de faire, je ne sais pas, mais oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la transformation de la Casbah en zone et en zone de Airbnb, en zone de maison d'hôtes, etc. Et les résidents ne sont pas nécessairement contre. Par contre, elles et il, à mon avis, aimeraient juste être impliquées en fait. Le problème, c'est directement ces activités. C'est faire partie intégrante d'un système où ça leur ferait vachement, ça leur permettrait en fait d'avoir une ressource économique régulière si elles pouvaient être impliquées dans des circuits touristiques, des choses comme ça. En charge elle-même lancer ces projets au lieu de déposséder. Alors moi, je reviens un petit peu en arrière parce que là, effectivement, toutes les thématiques peuvent être développées, on peut en parler pendant des heures. Il pleut. Oui, c'est parfait. Non, c'est pour dire que moi, je reviens un peu en arrière. Alors, d'abord, c'est un excellent travail. Donc, en fait, c'est de l'accompagnement à la maîtrise d'œuvre, des ouvrages. Vous faites des diagnostics, des typologies, etc. Moi, dans le premier chapitre, ça manquait un peu de... C'est pas que j'aime les chiffres, parce que bon, là on est entre l'urbanisation un petit peu sauvage, j'enlève les guillemets d'ailleurs, et puis le renouvellement urbain sur les trois quartiers que vous avez choisis, trois quartiers anciens, avec des typologies différentes, mais en dehors de la Casbah, Bab el Oued et El Biar, ça se ressemble un petit peu, même si
Elbière, c'est beaucoup plus résidentiel, maison individuelle, etc. Et vous n'avez pas parlé de l'exode rural, parce qu'on ne peut pas parler d'urbanisation sans parler d'exode rural. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas en parler vous ne pouvez pas parler de tous les sujets dans le même travail de concertation, dans un quartier avec des gamins, des habitants, des femmes, des hommes, etc. C'est très intéressant, mais c'est la première fois que j'entends parler, effectivement, de ce travail. J'ai fait quelques études d'urbanisme au passage, il y a longtemps. C'est la première fois que j'entends parler d'un travail, effectivement, d'aller à la rencontre des populations, pour travailler avec elles, recueillir leur ressenti, ou leur souhait, leur désir, leur avenir, etc. C'est très très intéressant. Alors, juste pour faire un petit parallèle par rapport un petit peu au problème d'insécurité, si on peut résumer les choses comme ça, c'est précisé ici, il y a un problème de délinquance là, sur leur tableau, effectivement. En même temps, il ne faut pas tomber non plus dans la République des bisounours. Ben, il raconte ses souvenirs et tout le monde se connaissait, etc. Tout le monde se protégeait, allait manger chez les uns, chez les autres, les enfants se connaissent tous, etc. Il ne faut pas nier le problème de la délinquance, qu'il soit à Alger, à Bab-el-Oued, Elbière, etc. Même ici. Ici, là, dans le quartier où vous êtes, dans cette salle où vous êtes dans une ZUS, une zone urbaine sensible à Paris. Donc, c'est le grade le plus bas en termes de délinquance, parce qu'en fait, pour désigner un petit peu ces zones difficiles, ces zones prioritaires, ils appellent ça des zones prioritaires maintenant en politique de la ville, il y a des thématiques. Donc c'est le taux de chômage, c'est les revenus, c'est l'éducation, c'est le nombre d'immigrés, il y a 8-9 thématiques. Et maintenant, ils ont poussé le bouchon tellement loin, pour ici, que c'est pas dans l'immeuble, dans le même immeuble, c'est des carreaux, c'est par revenu, par tête de pipe. C'est le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté. Si je peux me permettre, je travaille dans le domaine. En fait, c'est un carrelage, c'est pas dans un immeuble, c'est un carrelage de 200 mètres sur 200 mètres. Ouais. Et là, on prend le revenu moyen des habitants sur ce carreau de 200 mètres à 200 mètres. Et effectivement, en fonction de où on se situe, c'est un quartier prioritaire ou pas. Non, c'est pour relativiser un peu le problème de délinquance, le problème d'insécurité, etc. En fait, il y a deux zonages. Il y a le zonage quartier politique de la ville qui dépend des revenus, et après, il y a un zonage lié à la sécurité. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, oui. Non, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Juste pour... La délinquance, elle existe. À Bab-el-Oued, elle existe à Casbah, elle existe à Elbière, elle existe ici, elle existe partout. Et on ne peut pas non plus... Elle existe même au gouvernement. Oui, voilà. Non, mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a... Ah oui, les faits sont têtus. Je veux dire, la délinquance, il n'y a pas ça se discute même pas. Après, je ne pense pas que ce soit le travail qu'on leur demandait. C'est une thématique à regarder, mais eux, ils voient des choses globales, architecturales, urbanistiques, population. Après, on est très dans les chiffres. Enfin, moi, personnellement, par exemple, j'utilise ça dans mon travail. Je fais de la recherche en urbanisme, c'est mon dada, mon obsession. On est tous à utiliser ça quand on fait des diagnostics. Et en fait, on jugeait juste que c'était trop, comment dire, sec, en fait, de directement entrer dans le vif du sujet avec des chiffres, même si c'est évidemment ça part, ils sont présents, et en fait ce qu'on faisait c'est qu'on les a inclus dans les activités, on leur donnait des chiffres, on leur disait est-ce que vous pensez que ça reflète en fait la réalité au quotidien. Ah non, les chiffres c'est pas pour le travail avec dans la concertation, les chiffres c'est surtout vous, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, mais on a interrogé par exemple la personne, moi je sais pas combien il y a d'habitants dans la Elbière, je sais pas combien il y a de logements, je sais pas combien. Oui, non, c'est pas. Toutes ces informations, en fait, on les a recensées au niveau des carnets d'activité. Et elles étaient présentées pour ce genre de truc dans les quartiers à Paris. Donc je sais comment ça se passe. Mais c'est pas la question de travailler les chiffres, etc., avec les gamins, non, c'est pas ça. C'est pour le public que nous sommes ici. Exactement. Moi j'aurais aimé voir par exemple à Bab-el-Oued combien il y a d'habitants.
Mais c'est vrai, en fait, c'est un travail qui est en cours de réalisation dans le rapport. Vous l'avez peut-être fait, mais moi je... Ah, mais c'est juste non, mais aussi au-delà de ça, au-delà des supports d'activité, il y a aussi la volonté, quand on fait le rapport de retour d'expérience, c'est de faire quelque chose qui soit un peu plus quantifiable. C'est faire quelque chose qui soit un peu plus quantifiable, c'est-à-dire que nous, on tire les conclusions, il y a beaucoup de qualitatifs bien sûr, mais qu'il faut rappeler qu'on est sur un échantillon, que cet échantillon-là, il est censé être un miroir de tant de pourcentage de la population, etc., pour remettre en perspective ce qu'on dit, parce que sinon, évidemment, il n'y a pas de... Mais ça fait partie de quelque chose qui devrait être publié cet été, donc on vous tient au courant. Pour mon information personnelle, quel est l'organisme qui marche un petit peu tous ces chiffres? Avant, il y avait le CREA. C'est longtemps. l'ONS, l'Office national de la statistique. L'ONS, du coup, l'Office national de la statistique en Algérie. Sauf qu'en fait, on est tombé sur l'année du recensement. Ah, oui, en fait, tous les chiffres qu'il y avait sur le site de l'ONS, c'était ceux de 2008, donc du précédent recensement. Donc du coup, on a dû aller chercher un peu partout et c'était pas très facile. Pour la Casbah, par exemple, heureusement, on a trouvé un rapport d'un chercheur, mais c'était un seul rapport donc, qui donnait tous ces chiffres. Mais ouais, en fait, niveau timing, au niveau de l'ONS, donc il y a un recensement tous les 10 ans et il y en a eu en 2018. Donc, après, effectivement, voilà. le problème de trouver ces données-là, il se trouve très présent parce que en fait, c'est très opaque en fait. Toutes ces données sont très opaques, très peu présentées, très peu diffusées. Il faut vraiment vouloir et vraiment connaître peut-être les bons agents, les bonnes personnes ou les bons outils pour se les procurer. Mais sur le site de l'ONS, en tout cas, il y a deux choses, si vous permettez. Ou c'est opaque ou elles existent ou elles n'existent pas. C'est pas la même chose. Elles existent, c'est opaque. Elles existent, Oui, mais elles sont opaques. Ah oui, on a eu l'occasion. C'est différent. On a eu l'occasion de consulter des grosses. Les données existent, mais vous n'avez pas accès. Nous, on y a eu accès. Mais en consultation sur un bureau pendant 2 heures. Alors du coup, tous ces rapports sur la Casbah, est-ce qu'ils sont accessibles? C'est ça, quand on a posé la question, en fait, voilà. On est à 3, on est des notes. On a dit oui, on peut venir dans ce bureau comme vous voulez, les regarder. Et c'est mieux, on fait justement, c'est peut-être encore pire. Et d'ailleurs, c'est dans cette optique-là aussi que notre plateforme, on a envie de la développer, c'est aussi pour être un peu plus transparent sur un certain nombre de données liées à la ville, à la population, au développement urbain, etc. Et on s'efforce aussi d'être un peu, de documenter aussi, c'est qu'on saura de documenter ce genre de choses. Alors du coup, le début de la question de Slimane m'a inspiré une question. C'est qu'il est vrai que la période de la décennie noire a généré une espèce de flux comme ça, rural vers Alger. Hein. Je crois que la population a dû... et ma question, est-ce que vous avez senti, dans les entretiens que vous avez eus avec les gens, etc., les séquelles de la décennie noire? Comment ça se manifeste? En fait, je ne sais pas si les gens entendent, mais c'est une donnée, disons, importante. À l'occasion, je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais on a une séquence en fait de témoignages là-dessus, sur la décennie noire, qui est très très poignante. Et bien sûr, c'était un des sujets principaux des débats. En tout cas, les débats tournaient toujours sur cette question-là. Oui, ça s'ancrait vachement là-dessus. Et puis, en fait, on a eu la possibilité vraiment de capter le rapport entre la décennie noire, la période de la concorde civile, et le rapport à la planification urbaine, parce qu'il y a une magnifique citation qui revient régulièrement en tête, où on avait une participante qui disait, d'ailleurs, c'est la dame qu'on a interviewée plus longuement, une résidente de Babouane, qui expliquait un peu en fait que ça servait à rien. Ce qui avait été douloureux, c'était que la concorde civile s'était faite à coup de un peu de bulldozer qui était venu faire vraiment une table rase, une opération en fait, d'embellissement, un peu comme ce que tu disais, repeindre en blanc. Mais en fait, on n'avait pas fait le travail de guérir le traumatisme, de s'asseoir, de se mettre comme ça, comme ce qu'on a essayé de faire ou d'initier et ce qui doit continuer à se faire, de se mettre autour d'une table et parler, de transpirer tous ensemble, de s'énerver des fois, d'être d'accord des fois. Et elle répondait en fait à une participante qui disait mais ça sert à quoi ce que vous êtes en train de faire, je veux bien participer à votre journée, mais ça nous fait perdre du temps, on n'a pas besoin, allons-y, acceptons les opérations urbaines, de toute façon c'est bien, je m'en fiche. Et elle lui a répondu en lui disant non, il y a ce besoin de faire de la thérapie en fait.
presque de la thérapie de groupe. Et c'est ça qui doit être intégré dans les opérations urbaines. Et justement, c'est aussi cette même habitante qui disait qu'il y avait un propos sur l'ère contemporaine, en disant que un certain nombre de problèmes matériels, de ressources, etc. avaient été réglés, entre guillemets, mais qu'en fait, on n'avait pas vraiment intervenu sur le côté thérapeutique, de comment se sentent vraiment les personnes après cette période-là. On n'en parle pas, il n'y a pas d'espace pour communiquer, et il manquait même justement d'associations qui réunissent des gens pour discuter autour de ces sujets. Donc il y a... on a tourné beaucoup d'images là-dessus en tout cas, donc... Pour être juste venu comme ça, juste dans les familles, autant dans les médias, on n'en parle pas, mais je pense que chaque Algérien que j'ai rencontré m'en a parlé. Oui, bien sûr, mais disons que de façon collective, c'est un peu un tabou, ou du moins tout le monde est tellement traumatisé de la même manière, peut-être différemment selon son expérience, mais tout le monde est tellement traumatisé que c'est un peu compliqué de se mettre ensemble et de partager ensemble ces traumatismes personnels. Et du coup, en fait, je pense qu'il faut essayer de créer de plus en plus d'espace. Le problème, c'est que jusque-là, la loi sur la réconciliation nationale qui a été votée interdisait qu'on évoque cette partie. C'est pour ça que la presse, on n'avait pas le droit d'en parler, on tombe sous le coup de la loi. Parce que c'est pour ne pas réveiller les trucs. C'est vraiment la démarche la plus mauvaise qu'on puisse... La suite, c'est quoi les ateliers cet été, les publics? Est-ce que vous pensez déjà réussir à toucher d'autres publics ou vous vous concentrez pour l'instant sur le groupe que vous avez déjà rencontré? Est-ce que vous voulez faire des rencontres plus régulières aussi? Parce qu'une fois par an, c'est pas. Il faut vraiment mobiliser un peu que ça je vais répondre à la question. En gros, oui, donc, dans le processus de nos ateliers, là, on a. Pour la session de 2018, on a concrétisé la première étape de théorique, comme on l'a dit, de création de débats sur support papier. Cette année, on aimerait bien s'approprier l'espace public, intervenir sur l'espace public en construisant du mobilier urbain avec des volontaires dans une place, idéalement à la place Parc. Et donc là, impliquer les habitants et les volontaires pour construire ensemble plusieurs modules de mobilier urbain qui seraient facilement démontables et avec des matériaux recyclés et réemployables. Ça, c'est notre mission immédiate. On a bien concrétisé ce chantier-là et un peu rendre réel un peu et à échelle 1 ce qu'on a réfléchi de façon théorique pour la session précédente. Et à terme, continuer de travailler peut-être avec les mêmes communautés d'habitants et d'habitantes et créer et les aider à monter peut-être un comité de quartier et faire en sorte qu'ils puissent mener des activités ou des projets seuls, peut-être en collaboration avec nous, mais qui soient plus autonomes. Donc disons qu'à court terme, c'est de concrétiser un chantier et enfin voir en réalité comment ce qu'on a réussi à faire théoriquement s'applique et à plus long terme créer des petits comités, aider les habitants à Et sur la question des rendez-vous plus réguliers, notre équipe du pôle Alger a exprimé ça comme objectif de l'association qui sera en Algérie, qu'elles vont gérer, de faire des rendez-vous peut-être mensuels ou bimensuels autour d'activités dans l'espace public ou de rendez-vous, c'est encore à l'état de projet, mais un de leurs objectifs était d'instaurer des rendez-vous réguliers avec les mêmes habitants ou pas, pour un peu alimenter, pour ponctuer un peu les activités d'association entre les gros temps forts qui sont les ateliers. Et du coup, effectivement, les membres de l'association proposaient en fait, de travailler à l'échelle peut-être de leur propre quartier et d'impliquer leur communauté immédiate pour peut-être résoudre des problèmes vraiment à l'échelle micro-échelle du quartier. Par exemple, je sais pas, un sens de circulation de voitures, la signalisation, une culture de la participation locale. Dans leurs environnements à elles, voilà, pas nécessairement avec les habitants qu'on a rencontrés l'été dernier, mais des choses qui sont vraiment plus faciles à mettre en œuvre, voilà, régler des problèmes de voitures qui se croisent, de la signalisation qui manque. Voilà. Et en continuant sur cette
mise en pratique de certains points qu'on a pu isoler, qu'on sait pouvoir mener avec les ressources qu'on a. Et bien sûr, on va continuer à aborder les questions qui sont plus structurelles, le problème du logement, le problème de cette instabilité, en fait, cette insécurité de l'attachement au quartier, quoi, qui est spécifique de la Casbah. Ça va continuer à alimenter les débats cet été. Et donc voilà, si vous avez envie qu'on vous donne exactement les dates, on pourra vous les donner, vous tenir au courant, adhérer, et puis... des altérés, peut-être. Il fait chaud. Ouais. Voilà. Merci. En tout cas, merci. C'est très intéressant.